la bienvenue ce soir à la conférence sur les peuples racines plaidoyer pour la terre. Cette Up conférence est proposée par le mouvement Up. Le mouvement Up, c'est une association qui a pour but de décrypter les grands enjeux de société et de valoriser surtout les solutions positives qui existent pour répondre à ces enjeux. Pour ce faire, nous proposons des événements comme ce soir, les Up conférences. Nous avons aussi des médias, Up le Mag, Respect et Rage Paris, ainsi qu'un réseau social, Up Campus, pour échanger avec une communauté de personnes intéressées par les sujets. Je voudrais remercier aussi nos partenaires, sans qui les conférences notamment n'auraient pas lieu. Merci à Accenture, Aviva, Bouygues Immobilier, Crédit Coopératif, la mairie de Paris et bien évidemment le groupe SOS qui fête cette année ses 35 ans. Avec une petite actualité de notre partenaire de la fabrique Aviva, vous avez jusqu'au 19 avril pour déposer un projet en ligne pour le Grand Prix de la fabrique Aviva et je vous conseille d'aller creuser cette information parce que l'initiative est vraiment intéressante. Vous pouvez aussi également suivre toutes les actualités du mouvement Up sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez également tweeter ce soir avec le hashtag UpConf et le compte Up_conférence. Et je laisse maintenant la parole au président de Planète Amazon qui anime la soirée. Et c'est un honneur de vous avoir tous. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Bon, je suis ravi d'avoir l'honneur d'ouvrir cette soirée. Et donc, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Il va y avoir 45 minutes de table ronde avec nos deux invitées féminines, de personnes tout à fait atypiques et qui vont vraiment enrichir votre conscience et votre cœur. Et ensuite, il y aura environ 30 minutes d'échange, donc où vous pourrez poser des questions. Et je suis sûr que vous en aurez beaucoup. Donc voilà, de la façon la plus simple possible, je vais vous demander d'accueillir chaleureusement la cacique Tanone du peuple Kariri Shoko, accompagnée de Saba Ramani, donc auteur du livre Paroles des peuples racines, plaidoyer pour la terre. Voilà. Alors. Boa noite. Un micro. Voilà, il y a deux micros. Il y en a plein. Tout le monde a un micro. Alors, normalement, je suis censé dire quelques mots d'introduction, mais je pense que la cacique a à cœur de se présenter elle-même. Eu sou a cacique Tanone Kariri Shoko, do estado de Alagoas, Nordeste. Né? E estou aqui para compartilhar com o cinema esse evento, né? E responder qualquer pergunta que vocês quiserem fazer. Je suis la cacique, c'est-à-dire chef de tribu. Le micro. Il faut le mettre près de la bouche. Oui. Bon, je suis la cacique Tanone. Alors, plus près de la bouche, en fait, le micro. Plus près de la bouche. Je suis la cacique Tanone. Cacique veut dire leader de tribu au Brésil et elle est la leader de tribu de Kariri Shoko dans l'état de Alagoas, dans le nord-est du Brésil. Et elle est ici pour partager avec vous et pour répondre à toutes vos questions. Est-ce que la cacique peut expliquer un petit peu plus qui est son peuple pour que les gens aient conscience de combien sont-ils, où vivent-ils? Parce qu'évidemment, c'est des questions que tout le monde se pose quasi systématiquement. Bom, eu sou do povo Kariri Shoko e lá na minha aldeia mãe, em Alagoas, né, quer dizer, perto do mar, nós temos 5.000 parentes indígenas, Kariri Shoko. Agora, a gente só se encontra esses 5.000
de ano em ano, quando a gente vai para o ritual sagrado, que se chama Uricuri. Porque tem parentes Cariri e Chocó em toda a região, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia. Então, esse encontro do mês de janeiro é de todos os povos Cariri e Chocó. Donc, ma tribu, c'est la tribu Cariri Chocó, et c'est une tribu dans l'état de Alagoas, près de la mer. Il y a près de 5000 membres de cette famille, mais ces 5000 personnes ne se rencontrent qu'une fois par an lors du rituel sacré appelé Irikuri. Et il y a des membres de cette tribu dans tout le pays, à São Paulo, à Rio de Janeiro, à Minas Gerais, à Bahia, enfin partout. Mais c'est lors du mois de janvier que toutes ces personnes se rassemblent. Eu em Brasília. Então, essa festa grande só começa de ano em ano. Agora, durante o ano, de 15 em 15, todos nós vamos para a Mata Sagrada, Uricuri, que é para os nossos velhos, nossos mais velhos, anciões, eles vão nos ensinar como seguir aquela caminhada para aquela Mata Sagrada, do dia que nasce até o dia que vai embora. Né? Então, embora quer dizer morrer, embora da terra. Então, a gente não precisa pegar uma outra cultura que você não conhece, porque... C'est une grande oratrice, il faut... Moi-même... Difficile d'interrompre. Você também olha para mim e faça assim. Non, mais estava bem, sem stress. Tá. Moi-même, je viens de Brasilia et la cérémonie dont j'ai parlé, c'est une grande fête qui n'a lieu qu'une fois par an. Néanmoins, au long de l'année, tous les 15 jours, nous allons à la forêt sacrée, à Irikuri, où les personnes les plus âgées, nos anciens, nous expliquent comment nous devons faire ce chemin du moment où nous sommes nés jusqu'au moment où nous partirons de cette terre. Et ainsi, nous n'avons pas besoin d'autres cultures. Então, não precisamos de saber outras culturas. Sim. Então, a nossa cultura é viva, né? É cultura viva. A gente está ouvindo nossos velhos falar e aí a gente vai passando por nossos filhos, por netos, por bisnetos. Eu tenho só 3 filhos. E desses 3 filhos, eu já sou vó de 18 netos. E dos netos, eu já tenho 2 bisnetos, uma mulher e um homem. Então, a gente começa muito cedo, não tem muita festa para fazer lá fora, a festa continua entre nós, né? E aí haja criança. E é bom, né? Notre culture est vivante. Nous écoutons les anciens et nous transmettons ces connaissances à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. Moi-même, j'ai 3 enfants et de ces 3 enfants, j'ai 18 petits-enfants. Et de ces 18 petits-enfants, j'ai 2 arrière-petits-enfants, une fille et un garçon. Ainsi, nous apprenons tôt et s'il n'y a pas la fête en dehors de chez nous, il y a toujours la fête chez nous. Então, essa felicidade, para mim, não foi muito boa dessa brincadeira que eu tanto gostava, né? Então, eu tive vários problemas de saúde na minha vida e até desenganada pela vida, né? Condenada à morte por vários tipos de câncer. Mas eu tive que renunciar tudo isso que eu falei, que eu gostava, eu tive que esquecer, se eu quisesse viver. Para, Pedro. De que alegria está falando? De fazer coisinha, mulher. Namorar, fazer filho.
Bon, c'était une joie pour moi avoir ces enfants. Néanmoins, j'ai pas pu continuer car malheureusement, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé et j'étais presque condamnée à la mort car j'ai eu des cancers. Néanmoins, j'ai continué et tout ce que j'ai aimé avant, j'ai pu l'oublier, mais je continue. Tá bom? Quer dizer mais alguma coisa para podermos deixar a colega falar? Ela não vai falar nada. Elle dit que. Depois você pergunta. Je lui dis est-ce qu'on introduit Saba? Elle me dit mais Saba ne va rien dire. Bon. Alors, je vais présenter en quelques mots Saba, donc Saba Ramani, qui est journaliste, qui est co-rédactrice en chef du magazine Kaizen, qui est aussi diplômée d'anthropologie et qui est surtout passionnée des peuples racines, qu'elle appelle. Elle tient beaucoup à cette dénomination, donc les peuples autochtones, les peuples indigènes, on parle de la même chose. Elle en parle avec le cœur, donc elle les appelle les peuples racines. Et que moi, je connais personnellement depuis un certain nombre d'années, et je sais qu'elle est passionnée par cette cause. Et quand elle est venue à la grande assemblée de l'Alliance des gardiens de Mère Nature, qui est un mouvement en fait, qui a été initié en 2015 par des chefs amazoniens, dont le chef Raoni, mais pas seulement. Elle est venue, donc en 2017, on a réuni des gens du monde entier, des chefs indigènes du monde entier. Il y avait aussi des femmes indigènes, des caciques. Et on a découvert la cacique Tanone là-bas, à Brasilia, au cours de cette grande assemblée. Et donc Saba était venu avec cette intention déjà de se dire, cette grande assemblée, c'est le moment que j'attendais depuis longtemps. Et voilà, ils sont réunis, on va faire ce projet dont je rêvais, dont tu m'avais déjà parlé un petit peu, et qui existe aujourd'hui par la concrétisation de cet ouvrage. Et qu'en penses-tu, Saba, si je demandais, avant qu'on aille plus loin dans la prise de parole, à la cacique de nous faire un petit chant pour bénir cette assemblée? Avec grand plaisir, au contraire, parce que je pense que la cacique est aussi maître de chant. Et maître de chant, c'est une fonction dans sa communauté qui est importante puisque ça permet de se centrer, de s'aligner et de partager avec ceux qui sont dans l'assemblée, de se mettre un petit peu dans une attention et une conscience pas dispersée, mais dans l'écoute. Voilà, donc, merci de préciser que ça n'a rien à voir avec du folklore. Ah important. Non. C'est vrai, en général, c'est pour ouvrir les cérémonies, les conférences, pour les ouvrir et les fermer. C'est une manière de... C'est un petit rituel pour vraiment d'être à l'écoute avec conscience et respect. C'est d'ailleurs le partage qui a eu lieu à la Grande Assemblée de Brasilia, qui est un moment merveilleux. C'est qu'ils ont chacun partagé un moment de leur tradition par une cérémonie d'ouverture. C'était vraiment magique. Je vais expliquer parce que Tanone, quand elle chante, elle se met toujours debout, pieds nus, pour avoir ce contact avec la terre-mère, qui est très importante pour eux. Et c'est une manière d'être aligné, comme je vous disais tout à l'heure, d'être centré. Et ce contact, bon, là, on n'a pas direct avec la terre, mais il faut s'imaginer que dans les villages, c'est un contact direct avec le sol. On pousse la chaise, je pense que c'est mieux ici. Voilà, ça prend un petit peu de temps, hein, c'est normal. Agora eu vou fazer canto sagrado. Agora eu vou fazer canto sagrado dos nossos ancestrais, para que ilumine os caminhos de todos nós que anda em cima da Mãe Terra, atrás dos seus benefícios de melhoria, como eu. Defender cada o seu povo. Muito obrigada. Désormais, je vais faire un chant sacré de nos ancêtres pour rendre vos chemins plus lumineux, pour vous donner de la lumière à tous, vous tous qui sommes dans notre terre-mère. Pardon? Vous préférez qu'elle aille là-bas? Eles preferem que vá aqui. Sim. Não se importa? Ah, il vaut mieux rester ici pour le film.
Ça va? Voilà, pour illuminer vos chemins, vous qui êtes comme moi sur cette terre-mère, pour avoir plus d'amélioration dans la vie et pour vous aider à défendre vos peuples. Oi. Oh, oh, hey, hey, yo. 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 Hey, hey, yo. Oh, oh, hey, hey, yo. Oh, oh, hey, hey, yo. Hey. Ainda até que é. Merci beaucoup. Et ça nous rappelle forcément, c'est exactement le chant qu'elle avait fait lors de la grande assemblée de l'Alliance des gardiens de Mère Nature en présence de ses représentants de tous ces peuples. Maintenant, ça va, je vais te poser ta première question. Il y en aura deux en une, on va dire. Qu'est-ce qui t'a fondamentalement motivé pour faire cet ouvrage? Et quels sont les points communs que tu as retrouvés à travers ces 19 portraits, donc 19 représentants indigènes, femmes, hommes, jeunes, vieux, de partout sur la planète, tout type d'environnement, forêt, donc plage, le bord du Pacifique, le Sahara avec les Touaregs, etc. Qu'est-ce qui est ressorti donc de ce travail qui t'a certainement conforté dans ce que tu attendais dans cette quête? D'abord, qu'est-ce qui m'a motivée? C'est pendant mes études d'anthropologie il y a 25 ans, j'étais spécialisée sur le dialogue entre l'homme et la nature. Et en ayant commencé ces études de terrain, parce que moi je viens d'une famille de berbères du Maroc, et quand je suis arrivée au Pérou, en Bolivie, je me suis dit, oh, ça ressemble à mes grands-parents, c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Je me suis dit, mais on est à l'autre bout de la planète et je retrouvais des manières de manger, un rapport à la nature, une sensibilité, les sens. C'était vraiment un éveil des sens et une espèce d'intuition aussi de rapport à l'autre, simple, humble et tellement riche. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Et au fur et à mesure de mes voyages, ensuite je suis devenue journaliste spécialisée sur le dialogue entre l'homme et la nature, et notamment chez les peuples racines. Je me suis dit, ça serait vraiment intéressant. Et au fur et à mesure des reportages, je retrouvais ces points communs malgré les différences culturelles, de rituels, d'histoire, de pays, de continents. Et ce fil était un peu partout, ce fil humain tout simplement. Et je me suis dit, ça serait très intéressant de pouvoir mettre en lien tous ces peuples dans leur voix et pour se rendre compte de cette beauté universelle qui dépasse les différences. Et c'est vrai que c'était comme un rêve, un idéal et humaniste, je dirais. Et puis, quand il y a eu cette occasion, il y a 1 an et demi, Gert m'a donné cette chance, cette opportunité en m'invitant, en disant, bon, bah voilà, il va y avoir ce grand rassemblement avec plus de 200 personnes, leaders indigènes. Je me suis dit, bah, c'est le moment. Et à travers ces 19
rencontres que j'ai faites avec différents représentants. Il y a des hommes, des femmes, ça va de 28 ans à 69 ans. Effectivement, comme tu disais, il y en a qui viennent des Touaregs du Sahara, Tanonais qui vient du Brésil. Il y avait aussi, on sait peu, mais une représentante des peuples samis de Finlande en Europe, puisqu'il y a aussi des peuples autochtones qui sont représentés, la Maori de Nouvelle-Zélande, de Pygmées du Gabon, enfin voilà, toute cette diversité qui était vraiment intéressante. Et surtout, ma première motivation, c'était qu'on ne parle pas, parce que moi j'ai fait des études d'anthropologie, et des fois ça m'agaçait qu'on parle à leur place d'analyse, et je me suis dit non, ils ont une sagesse vraiment profonde, ils ont des choses à nous dire, et c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes mêmes codes culturels que ça peut pas passer. Et moi je voyais bien qu'il y avait un langage universel qui communiquait et qui était très très fort, et j'avais vraiment envie de le partager avec le plus de monde possible, avec les citoyens en Europe, parce qu'on les appelle les peuples racines. Cette image est très intéressante, c'est les Russes qui appellent comme ça les peuples autochtones, et je trouve que c'est important parce que nous, on est dans une civilisation qui s'est déracinée. C'est comme, tu parlais de ce côté universel qu'il y a eu aussi. Il y avait l'arbre qui était un point commun dans quasiment toutes les cultures, même chez les Touaregs au Sahara, puisque certes, il n'y a pas beaucoup de végétation, mais l'arbre est unique, il est sacré, il est d'autant plus précieux qu'il est rare. Et parce qu'il sert d'abri, il sert de repère géographique, il sert aussi de repère généalogique avec les ancêtres. Et cet arbre, parce qu'il les considère comme nos frères, pour eux, il n'y a pas de séparation entre l'homme et la nature. On est la nature. Et ça, dans nos civilisations, dans nos sociétés, on l'a oublié. Et cet arbre, ils l'appellent notre frère. Ou alors, ils disent que les arbres mères sont des arbres sacrés qu'on ne doit pas couper. Et ils font la différence entre, effectivement, les arbres qui sont source qui nourrissent les autres arbres. Maintenant, aujourd'hui, on commence un peu à en parler beaucoup en Europe, parce qu'avec le livre du forestier allemand Peter Wohlleben, qui parlait de la vie secrète des arbres. Et en fait, toute cette connaissance que la science est en train de révéler, eux, ils la connaissent depuis des milliers d'années, depuis des millénaires. Ils ont cette connaissance intuitive et pragmatique, empirique, et qu'ils ont envie de transmettre aussi à travers leur spiritualité. Donc voilà, il y avait deux choses qui m'ont particulièrement frappée. Donc, le lien à l'arbre sacré, à l'arbre de vie, et aussi à l'amour. Parce que tous, malgré tout ce qu'ils ont subi, qu'ils subissent encore, les exactions, l'histoire coloniale, la déforestation, l'extraction minière qui est très violente, ou le pétrole, ils disent, malgré tout ça, ils ne sont pas dans la haine ni dans la rancœur, ils disent, voilà, on a envie de tendre cette main, ils parlent d'amour, de cette énergie, qui parle, pour eux, c'est cet amour qui peut nous relier et nous unir tous ensemble pour essayer de changer les choses. J'ai envie de demander à la classique maintenant. Qu'est-ce que dit-elle? Alors, d'accord. Bon, alors je vais ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un peu de l'Alliance pendant que la classique va recevoir la traduction. Donc l'Alliance des gardiens de Mère Nature, dont on parle depuis tout à l'heure, c'est donc un mouvement qui a été initié en 2015, qui vient d'une réalité, d'un constat que, éparpillés partout sur la planète, quelques leaders arrivent à voyager jusqu'à nous. Je dis bien quelques-uns, ils sont très très peu, mais que leur force, leur lutte est fragile parce que déjà c'est très difficile de les faire venir, parce qu'ils viennent de très loin, ils doivent quitter leur village, ils doivent quitter leur famille, et leur voix est très faible, ils sont très peu médiatisés. Ils arrivent à être dans des conférences comme celle-ci, si on a un petit peu de chance, dans quelques médias alternatifs. Là, il se trouve qu'on a un peu plus de chance cette fois-ci et qu'on entend la voix de la cacique Tanonais. Donc ça, c'était un constat qui venait de quelqu'un qui était en plus fortement médiatisé, puisque c'était le cacique Raoni, avec lequel je suis très proche. Et donc, il m'avait demandé à l'époque de l'aider, c'était un vieux rêve qu'il avait, à le connecter de façon durable avec justement ces chefs du monde entier pour que la voix porte plus fort. J'ai trouvé l'idée tellement forte et tellement évidente et tellement belle qu'avec Planète Amazon, on y a consacré des mois et maintenant des années, et qu'on a en effet
poussé pour qu'à la COP 21, il y ait cette voie alternative qui prenne de l'ampleur. Et ils se sont réunis à l'époque pour pouvoir faire un document, la première déclaration de l'Alliance, qui a donné corps. Et j'ajouterai à ce que tu as dit tout à l'heure, Sabah, que ce qui a unifié aussi ces alliés, donc indigènes et non indigènes dans l'Alliance, c'est la reconnaissance du caractère sacré, sacré de l'eau, sacré de la terre, de l'air et du feu. Et ces éléments primordiaux dont nous avons besoin pour vivre, qui sont reconnus par les peuples autochtones et qui sont reconnus dans cette alliance, ont créé ce premier cercle d'unité. Et donc après, évidemment, ils se sont réunis à Brasilia, ils ont consolidé ces principes avec une clameur qui porte évidemment la demande de reconnaissance universelle des droits de la nature comme un nouveau fondamental, des fondamentaux nouveaux, indispensables pour pouvoir continuer à bâtir. Parce qu'on sait que le monde qui a été construit par la colonisation, etc., est en train de s'effondrer sur lui-même. Donc avec ces fondamentaux-là, et donc quand on a vu la cacique, en tout cas moi personnellement, quand j'ai découvert la cacique à Brasilia, je n'étais pas au courant qu'elle venait, j'ai tout de suite remarqué qu'elle avait une puissance très importante, de par aussi sa joie de vivre, parce que c'est extraordinaire de pouvoir à la fois être digne dans la souffrance qu'ils ont endurée depuis 500 ans et pouvoir porter cette joie-là, qui est tellement fédérative, et qu'une femme cacique comme ça se lève et qu'elle nous dise, puisqu'elle va nous expliquer comment elle est devenue cacique, puisque tout le monde lui pose cette question-là, c'était forcément évident qu'on allait continuer une histoire. Donc quand Sabah a dit, bah, moi j'aimerais bien que ça soit elle qui vienne à Paris, j'ai tout de suite dit oui, bien sûr. On va la faire venir et on va lui aider à porter sa voix et celle de tous les peuples autochtones du Brésil. Donc, évidemment, je vais poser la même question que tout le monde pose. Comment elle est devenue cacique? Parce que tout le monde a envie de savoir comment une femme comme elle a pu devenir chef d'un peuple. Je précise entre-temps que sur les plus de 300 peuples autochtones au Brésil, il y a à peine une vingtaine de femmes caciques. Apesar de ter essa idade, eu me sinto com 12 aninhos. Gosto de brincar com todo mundo. Então, respondendo a pergunta, a minha liderança, nem eu mesmo não sei explicar para o mundo, porque eu nunca quis me dedicar a compromisso nenhum, a não ser a minha casa com meu marido e meus filhos. Mas o destino e a nossa ancestralidade, sempre o Grande Espírito estava olhando para mim de uma maneira muito especial. Então, eu passei por grande desaprovação, até chegar ao ponto de dizer, não, agora ou eu quero morrer ou eu quero viver, mas eu não quero mais esse sofrimento. Mas seja lá o que tiver que ser, mas se for para proteger o meu povo e eu conseguir esquecer o que eu vivo, que eu era muito vaidosa, eu queria ser branca, eu queria fazer corte de cabelo diferente, queria vestir roupa, calça comprida. Então, eu era vaidosa, né? E aí foi caindo, até que cheguei à beira da morte. Malgré l'âge que j'ai, je me sens comme quelqu'un qui a 12 années. 12 ans, j'adore jouer avec tout le monde, tout le temps. Mais bon, pour répondre à votre question, même moi, je ne sais pas comment je suis arrivée à cette place de leader. Je n'ai pas voulu être une leader. Le seul compromis que je voulais, c'était avec ma maison, avec mon mari, avec mes enfants. Néanmoins, le destin, mon héritage m'ont ramené ici. On fait que mon esprit qui veillait sur moi, il veillait d'une façon spéciale. Et j'ai passé par beaucoup d'épreuves, j'ai beaucoup souffert. Et à un certain moment, je me suis
posé la question, est-ce que je veux vivre ou est-ce que je veux mourir? Il y avait un choix à faire. Et quel que soit ce choix, ce que j'ai décidé, c'était de protéger mon peuple. Parce qu'auparavant, j'étais vaniteuse, je voulais être blanche, je voulais avoir une nouvelle coupe de cheveux, je voulais habiller en pantalon. Bref, mais j'ai entrepris une chute jusqu'au moment où j'étais au bord de la mort. O resto, dia vocês todos aqui de Paris vão saber toda a minha história do início, porque na inauguração da minha nova aldeia, que o governo em Brasília vai ter que fazer, eu vou também fazer o meu livro da minha história. Já tem 4 escritoras que estão brigando entre as 4 quem é que vai fazer a minha história, porque eu não vim escolhida pela comunidade e nem por herdar do meu povo. Eu fui escolhida mesmo pelo Grande Espírito. Porque... Já? Bon, et le reste de mon histoire, je vais vous la partager avec vous ici plus tard, car et lors de l'inauguration de ma nouvelle tribu par le gouvernement du Brésil, qui nous a été promise, je vais raconter mon histoire dans un livre. Il y a déjà 4 maisons d'édition qui sont intéressées par la publication de mon histoire. Et ce que je peux dire maintenant, c'est que je n'ai pas choisi d'être leader, je n'ai pas été choisie par ma communauté. Ce n'est pas une question d'héritage non plus. C'est le grand esprit qui m'a choisi. Je voudrais enchaîner par une autre question parce que je voudrais rebondir sur quelque chose de très fondamental qu'elle a dit. Elle a expliqué qu'avant, quand elle était plus jeune, elle était attirée justement par les Blancs, quoi. Elle voulait être blanc parce que c'est vrai qu'il y a aussi ce phénomène de ces jeunes indigènes qui ont honte d'être indigènes. Donc elle connaît très bien ce phénomène et je voudrais savoir justement qu'est-ce qu'elle souhaite dire à la jeunesse indigène. Et c'est vraiment très important aujourd'hui puisque ça concerne tous les peuples indigènes du Brésil qui sont attirés comme ça par les mirages de la technologie occidentale et qui veulent être blancs, on va dire. Comment elle arrive à les garder à la culture, parce que c'est un travail qu'elle fait dans son propre peuple, et quels sont les messages qu'elle a envie de faire passer à cette jeunesse en grand danger. Precisamente sobre essa questão de sentir-se, de querer ser branca, que me referiu há pouco, é verdade que há esse fenómeno no seio dos jovens indígenas que têm vergonha de serem índios e que querem ser brancos, não é? É um fenómeno muito importante hoje no Brasil e eles estão iludidos por esta miragem da tecnologia, do mundo ocidental e querem ser brancos. Como é que consegue manter estas pessoas na cultura deles e qual é a mensagem que quer enviar para estes jovens? Juste une petite question, c'est possible d'essayer de traduire pendant que je parle ou c'est trop difficile? C'est possible. Oui. Merci. Eu vou explicar um pouco, porque até essa tecnologia não ter chegado no meio de nosso povo, nós era mais felizes. Foi muito bom essa pergunta. Que Deus ilumine essas pessoas. Porque depois que chegou a tecnologia dentro dos povos, nossos povos tradicional indígena, aí chegou, parece como uma serpente lambendo tudo, porque ninguém quer mais ir para a lagoa plantar arroz, ninguém mais quer ir para a roça. Agora todo mundo quer ser doutor, advogado, juiz, enfermeiro, professores. Já tem professores bilíngues, tem da própria nossa língua, que ficou animado com a tecnologia, né? E aí balanceou a nossa aldeia todinha, porque são poucos que ficam renunciando a sua cultura para querer a tecnologia, mas muito escolheu a tecnologia. Então, está sendo muito difícil para todos nós, povos indígenas. E a mensagem? E a mensagem é que o grande Espírito nos abençoe, que dê mais consciência, paz, sossego
e que veja o que está acontecendo na nossa frente. É a destruição das nossas matas. E que essa aliança, a carta da aliança dos guardiães da Mãe Natureza se unam e vamos trabalhar com grande união para ver se a gente consegue recuperar o que já perdemos durante tanto tempo. Esse é meu recado. Inatequié. Obrigada. Bon, je vais vous expliquer. Jusqu'à ce que cette technologie arrive, nous étions beaucoup plus heureux auparavant. Et Dieu vous illumine pour cette question. Quand la technologie est arrivée, c'était comme un serpent qui a tout ravagé. Personne désormais veut travailler la terre, veut rester dans le village. Tout le monde veut être docteur, avocat, juge, infirmière, enseignant. Il y a même des profs, des professeurs de langue dans notre dialecte à nous. Et ces gens ont été tous séduits par la technologie. Ainsi, notre tribu a été bouleversée totalement, car peu de personnes restent dans la tribu au détriment de cette technologie. Ainsi, c'est très très difficile pour nos peuples indigènes de subsister. Néanmoins, le message que je voudrais transmettre, c'est de demander au grand esprit qui nous bénisse, qui nous apporte plus de conscience, plus de paix et plus d'envie de rester, de faire ce qu'il faut, qu'il nous protège de cette destruction de nos forêts, et que par le biais de l'Alliance des gardiens de la terre-mère, nous unissons et nous arrivons à faire quelque chose pour protéger notre environnement. Oui, j'en profite, je rebondis juste sur la déclaration, puisqu'elle a parlé de la déclaration de l'Alliance des gardiens de Mère Nature, qui est un document fondamental, donc qui a été fait à Brasilia. Et alors, ce n'est pas des belles résolutions, parce qu'on en a vu des textes, on en a vu des films, on en a vu des livres. Là, c'est un passage à l'action. C'est ça la différence. C'est-à-dire que là, au lieu d'être chacun de l'autre côté de la rive, on se réunit et c'est vrai que c'était pas évident. Les autochtones, les indigènes, les peuples racines ont accepté de s'asseoir avec leurs alliés non indigènes et de dire premièrement, on va écrire une stratégie ensemble et après on va passer au boulot. Parce qu'on sait très bien que de sommet en sommet, on se fait mener tous en bateau. Donc si on pose ces principes, ce n'est pas pour les envoyer au chef d'État et qu'il les range dans un tiroir, c'est pour rallier à travers la planète les citoyens du monde entier et de passer à l'action. On va replanter des forêts, on va sanctuariser des forêts, on va protéger les rivières, on va montrer l'exemple, on va se servir de la science autochtone, des savoirs autochtones, pour pouvoir faire de l'agroforesterie, pour prouver qu'on n'a pas besoin de faire de la monoculture, de ravager les sols avec des agrotoxiques, des pesticides. Donc ce sont évidemment des principes que les gens connaissent tous, mais qui sont éparpillés un peu partout sur la planète. On va sortir de nos égos, on va sortir de ce système d'ONG qui cherche à garder son périmètre pour se mettre tous au boulot. Donc l'Alliance, ce n'est pas une ONG, ce n'est pas une association, c'est un mouvement qui n'a pas de structure juridique, mais qui portera la voix de tous ses alliés. Et donc, plus tard, pour continuer avec ça, parce que je ne vais pas parler plus sur cette déclaration, c'est à mes invités de prendre la parole. Je vous dis juste que vous aurez un petit tract qui vous permettra de savoir où vous connecter pour pouvoir avoir accès à cette déclaration et comment rejoindre cette alliance que les grands leaders autochtones qui l'ont constituée vous appellent à rejoindre. Donc maintenant, je suis sûr que la cacique voulait continuer sa parole. Ma parenthèse était un peu longue. C'est quoi la question? Non, mais si elle continue juste sa prise de parole, si elle a besoin que je lui pose une question, je lui pose une question. Para continuar então a falar, tínhamos ficado na aliança dos guardiães da Mãe Natureza para que se unissem e recuperem a floresta. Tinha tudo errado. Não, eles perguntaram da tecnologia. Você não vai falar da tecnologia, né? Você quer continuar? Tem mais alguma coisa para dizer ou era só isso? Não, só era isso mesmo. Não. Ok. Parfait. Ça va, moi j'ai envie de te demander maintenant, tout à l'heure j'ai demandé quel était le point commun, et j'ai envie que tu nous dises aussi pourquoi justement toi tu crois en cette alliance, que tu soutiens par le livre, puisque le livre que tu as fait, donc je rappelle le titre Parole des peuples racines, plaidoyer pour la terre,
tu as tenu à ce que la déclaration y figure, c'est toi qui nous l'as proposée, donc elle y figure en intégralité, et il y a aussi une partie des droits qui sont reversés à l'Alliance. Donc voilà. Oui, ben, moi j'ai été à l'écoute, enfin en tout cas j'ai essayé d'être à l'écoute de leurs paroles parce que c'est ce qui me semblait être le plus important. Servir média, c'est aussi être le médiateur, hein, faire le pont entre eux et nous parce qu'en fait on n'est pas séparés. Et ce point commun qu'il y a entre tous dans leur récit, c'est de dire oui, nous avons besoin d'être unis, nous avons besoin d'être unis avec vous parce que on doit former une alliance. Ils sont pas du tout, comme je disais tout à l'heure, dans la rancune. Ils ont envie de cette union, ils ont envie de cette alliance et ils savent que c'est le moment. Parce que la plupart de ces traditions sont aussi animistes, c'est-à-dire qu'ils croient dans l'esprit de la vie, tout simplement, que tout est relié, tout fait un, malgré le tout en un. Et dans certaines communautés, on parle de prophétie où il est temps de se rallier et plus de se diviser. Donc c'est important parce que moi je trouvais que cette demande d'union, cet appel, c'était pas qu'entre eux, c'est aussi avec nous, citoyens de l'Occident, parce que les conséquences de nos modes de consommation, de nos modes de vie, ont des conséquences directes sur leur population, sur leur communauté. Comme disait Tanoné, voilà, l'arrivée de la technologie est arrivée comme un serpent, et en même temps, certains dans le livre, il y avait Modi qui est un papou qui dit bah oui, je sais que c'est pas super, mais on a envie de garder le meilleur de cette technologie. Il me disait bah moi je trouve ça pratique quand même les messages parce que comme ça moi je peux mieux draguer les filles. Voilà. Donc il n'y a pas besoin forcément de mythique ici. Ils ont conscience des avantages pour certains ou des inconvénients de cette technologie. Et puis ils ont aussi conscience que tout n'est pas à jeter eux-mêmes. Hein. Moi, je ne fais que rapporter leurs pensées. Tout n'est pas à jeter dans cette modernité, notamment sur l'éducation et la santé. Et là-dessus, et surtout aussi, les femmes, je me souviens du témoignage de Awe, qui est de Paul Bororo, ou de la Maasai, Magdalène, qui disait, voilà, on aime notre culture, on aime la relation qu'elle a avec la nature, mais parfois les conditions des femmes, notamment l'excision ou le mariage à 12-13 ans, et aussi, ils ont envie de dire, non, stop, parce que ça, c'était des traditions anciennes, donc il ne faut pas croire non plus que ce sont des traditions qui sont figées dans l'histoire et dans le temps et dans leurs rituels. Elles évoluent comme nous tous et elles demandent aussi à prendre le meilleur de chaque culture et puis d'essayer de réinventer. Le but, c'est pas de leur ressembler, c'est d'essayer de prendre le meilleur de ce qu'on a entre nous et pourquoi pas dans l'échange, dans cette alliance et dans cette union. Et dans ton livre, ce que tu as pu aussi retrouver comme point commun, est-ce que ce n'est pas aussi cette forme d'agression permanente que subissent les peuples autochtones, qui prend des formes différentes, mais qui montre aussi la nécessité de créer justement ce mouvement mondial, parce que eux, ils sont déjà dans une forme très agressive de mondialisation, qui sont organisés de cette façon-là, qu'on retrouve les mêmes compagnies partout sur la planète et qui, à chaque fois qu'ils écrasent les peuples autochtones, que finalement ce sont des nouvelles formes de colonialisme qui sont dans la continuité de ce qu'on a pu faire à l'époque avec des formes très violentes. Bien sûr, il y a eu la verroterie où on bernait les peuples autochtones en leur offrant des pécadilles pour pouvoir voler leurs trésors. Après, il y avait déjà aussi ces formes d'agression pour pouvoir broyer leur culture, mais ça existe aussi aujourd'hui. Ça a pris des formes différentes et aujourd'hui, c'est plus au nom de Jésus-Christ, mais c'est au nom du Saint Progrès. Donc, c'est toujours pour notre bien qu'on fait. Rien n'a changé, en fait, quelque part. En fait, ce qui est important de rappeler, c'est que, c'est des chiffres que je donne souvent, c'est qu'ils sont 370 millions sur la planète. Les peuples racines représentent 370 millions de personnes sur 22% du territoire et 80% de la biodiversité. Donc, ça veut dire des choses. 80% de la biodiversité, non seulement au niveau au-dessus de ce qui pousse au-dessus de la terre, mais aussi dans les ressources de sous-sol. Et ils ont à la fois cette chance et cette malchance que sur leur sol et sous leur sous-sol, il y a des richesses inestimables. Qu'on va piller, l'uranium, le pétrole, l'or, les ressources aussi agricoles, de la forêt, de la biopiraterie. Donc, ils sont les gardiens de cette nature, puisque depuis des millénaires, eux, ils ont toujours su
la préserver grâce à leur savoir ancestral. Et en même temps, cette violence de l'extraction, de la prédation, puisque c'est vraiment une prédation sans foi ni loi, où il y a des personnes qui meurent, on tue sans vergogne, ou alors on corrompt. Il y a tout cet apport avec l'argent, on leur promet, voilà, on essaye de les acheter. Il y en a qui témoignent dans le livre, on essaye d'acheter les chefs ou alors d'autres, parce que ce sont des êtres humains, c'est pas des saints. Donc il y a des gens qui sont plus faillibles que d'autres et d'autres qui sont plus résistants que d'autres. Et on va voir, effectivement, ils essayent avec l'argent en leur disant, voilà, vous allez pouvoir vous soigner, vous allez pouvoir vous acheter une voiture, voilà, toute cette vanité dont on parlait tout à l'heure. Et si on n'a pas un esprit fort et des valeurs fortes, c'est difficile de résister à la tentation. Et que ce soit dans la communauté du chef d'aîné François Paulette, tu parlais de l'évangélisation, à qui on a donné ce nom François Paulette sans avertir ses parents, parce qu'ils ont été des centaines d'enfants à être enlevés de la communauté au nom de l'éducation. Et aujourd'hui, dans leur communauté, l'extraction du sable bitumineux, qui est pour extraire du pétrole, a provoqué une augmentation énorme des cancers de l'estomac. Ils ont fait des études et leur communauté qui vivait de pêche, notamment avec le poisson, l'eau a été polluée. Et aujourd'hui, c'est le cancer numéro 1 dans tout le Canada. Donc, et pareil, au Niger, chez les Touaregs, on a déplacé les populations. Et là, c'est des sociétés françaises, ex-Areva, qui ont changé de nom il y a 2 ans, mais c'est la même compagnie, qui a 98%, qui appartient à l'État, où là, on extrait l'uranium et on sait que cet uranium fournit 80% de notre électricité pour le nucléaire. Donc, alors que eux, sur place, on a déplacé les populations nomades, on leur interdit de vivre sur leur terre ancestrale. Il y a aussi maintenant, on a ouvert le marché au marché chinois, avec la complicité et la corruption des gouvernements locaux. Et sur place, il y a Al-Bashir qui disait, le Touareg, voilà. Et en fait, ils n'ont aucune infrastructure. On a laissé les Touaregs vivre dans des conditions sanitaires déplorables. On a essayé de soudoyer les populations. On leur a offert soit de l'argent, mais la plupart ont aussi une augmentation du cancer. Les ressources locales en environnement, donc les eaux, les animaux, tout ça, subissent la pollution de plein fouet. Donc, c'est très, 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 très violent, très difficile. Et ils ont tous une histoire à raconter à ce niveau-là, que ce soit extraction minière, acculturation. Et malgré tout ça, ils essayent de trouver les solutions et ils ont besoin de nous parce que ça va où tout ça? Toutes ces ressources, elles vont où à 90%? Elles viennent en Occident. Donc, nous, citoyens, ils font appel à nous parce que cette alliance est fondamentale. Sans nous, ils ne pourront pas continuer et sans eux, nous non plus, on ne pourra pas continuer. Cette alliance, elle est plus que jamais nécessaire parce que, évidemment, la visite de la cacique en ce moment précis où on fête, c'est une blague hein, quand je dis on fête, où on marque les 100 jours de l'accession au pouvoir de Jair Bolsonaro, évidemment, elle prend une toute autre dimension. Il se trouve que j'ai fait un film sur la lente glissade de la démocratie brésilienne à travers la cause indigène, qui s'appelle Terra Libre, qui n'est pas encore sorti, et où j'ai vu, moi, de mes yeux, c'est justement, c'était sous Lula et puis après sous Dilma Rousseff, la trahison, la rétrocession, comme ils appellent, c'est-à-dire le retour en arrière, puisque ces leaders indigènes, ils ont réussi au Brésil à faire rentrer leurs droits à la terre dans la constitution brésilienne. Donc j'ai vu ce délitement, cette agressivité, elle existait déjà du temps de Lula, qui a fait construire le barrage de Belo Monte, et qui, évidemment, s'amplifie aujourd'hui de façon absolument tragique, dramatique, avec Bolsonaro, qui, alors là, évidemment, lui, il n'y a plus aucune décomplexion. Il veut juste en terminer avec tous ces territoires, point à la ligne. Mais il enrobe ça d'une façon très habile en disant « Mais non, on adore les peuples indigènes, on veut juste qu'ils deviennent productifs et on va leur donner de l'argent, ils veulent la technologie comme nous, on ne va pas les laisser continuer à vivre comme des animaux dans des zoos. » Voilà ce qu'il dit. Il se trouve que ça fait aujourd'hui à peu près 30 ans, moi, que je suis dans cette lutte. J'ai vu à l'époque le premier voyage du cacique Raoni en France. Et donc on sait tous
que ces leaders qui nous gouvernent, ils connaissent cette situation depuis fort longtemps. Donc ils ont fait à l'époque des programmes de coopération internationale, mais ils n'ont rien fait au niveau de l'éducation, ils n'ont rien fait dans la réalité pour donner vraiment une autodétermination à ces peuples indigènes si importants. Et aujourd'hui, moi qui ai vu cette lutte de l'intérieur et qui sait qu'elle est en train de s'essouffler, puisque chaque année, ils se réunissent. D'ailleurs, dans peu de temps, la CACIC va pouvoir nous parler de ça. Elle va se réunir avec des centaines, voire des milliers de leaders indigènes à Brasilia, dans un événement qui s'appelle Avril Indigène. Je me demande aujourd'hui, avec le monde entier qui continue à détourner les yeux, qu'est-ce qui va rester? Et je lui pose la question, tout en sachant un peu la réponse. Quelle marge de manœuvre il leur reste maintenant pour pouvoir résister? Et évidemment, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour les aider avec ce gouvernement-ci qui, en plus, malheureusement, est appuyé par la possibilité d'accords de libre-échange en Europe qui vont faire que leurs droits vont être encore davantage détruits. Ma question est un peu complexe, mais je suis sûr que la CACIC va pouvoir faire partager ce qu'elle a sur le cœur, sur cette question de Bolsonaro et autres. Quer falar-nos sobre isso, sobre Bolsonaro? O que podemos fazer agora para ajudar vocês? O que é que nós podemos fazer para ajudá-los a continuar esta luta, a resistir? Eu acho que a melhor coisa para nos ajudar é os irmãos se aliando a essa aliança, né? Essa carta da aliança dos guardiães da Mãe Natureza, para que a gente se fortaleça e que nós vamos trabalhar com muita fé, porque sem fé e sem união nós estamos pulando no seco. É isso aí que eu me preocupo. Então, eu já falei em várias televisões, em rádio e jornais, estamos aqui de novo. E espero que nesses 90 dias, ou 100 dias, para o Bolsonaro, ele receba o que ele merece e pare de fazer o que ele está fazendo com todos nós. Não só povos indígenas, é todos vocês. Porque se acabar a água, acabou nós todos. Se tirar as matas, não tem água, não tem chuva, não tem vento. E aí vai fazer o quê? É o final do século. Então, nós todos temos que sensibilizar por essa grande perigo que está para nos acontecer, porque cada um só quer pensar em si. Enquanto isso, nós estamos lá meia-noite, madrugada, cantando, dançando, no frio, sem ter o que comer, às vezes. Mas a gente está pedindo por nós e por vocês todos, porque não vivemos sem água. Eu fico um dia de fome, mas 10 minutos sem tomar água eu não vivo. Passo mal. É isso. Obrigada. Merci. Traduction. Je pense que le mieux à faire pour nous aider, c'est de s'allier à cette charte de l'Alliance des gardiens de la Terre-Mère pour nous aider à nous renforcer, pour travailler avec nous, avec foi, car sans foi ni union, rien ne peut être fait. Et c'est celle-là mon inquiétude. J'ai parlé avec des radios, avec des journalistes, avec vous ici aujourd'hui pour sensibiliser tout le monde à cela. Et j'espère que lors de ces 100 jours du gouvernement de Bolsonaro, ils reçoivent ce qu'ils méritent et qu'il arrête de faire ce qu'il fait avec tout le monde. Car ce n'est pas qu'avec nous, avec les peuples racines, qu'il fait du mal. Il fait du mal à tout le monde. Car si nous n'avons plus d'eau, plus de forêt, et qu'il n'y aura plus de vent, plus d'éléments, rien, ce sera la fin du monde. Ainsi, nous devons tous aider à sensibiliser à cette question, à ce grand danger qui nous arrive, car
je pense qu'on est arrivé à un moment où c'est à chacun de se mobiliser. Nous, chez nous, nous chantons, nous dansons, parfois sans avoir même de quoi manger. Or, nous faisons cet appel pour nous, mais pour vous aussi, pour tous. Parce que moi, je peux passer un jour sans manger, mais 10 minutes sans eau, pour moi, c'est plus une vie. Voilà, alors, avant de prendre les questions, je voulais dire que c'est très important que la voix de la cacique, elle n'est pas seulement dans la déclaration de l'Alliance des gardiens de Mère Nature, mais il se trouve que Le Monde, le journal Le Monde, a publié aujourd'hui une tribune à l'occasion des 100 jours de Bolsonaro, qui a été co-signée par 13 autres chefs indigènes du monde entier. Donc vous la trouverez sur Internet et vous allez voir, c'est un texte qui va vous montrer exactement ce qui se passe et la lucidité qu'ont les peuples autochtones du monde entier qui ont conscience de ce qui se passe au Brésil et que ce qui se passe là-bas, ça concerne en effet le monde entier, notre avenir à tous. Alors voilà, maintenant c'est le temps de l'échange. Donc, qui prend la parole en premier? Voilà, là-bas. Donc merci de dire votre prénom et à qui vous adressez votre question, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Pauline. Ma question, volontiers à vous trois. Je suis déjà allée j'ai beaucoup voyagé en Amérique du Sud, un peu moins au Brésil. J'ai voyagé notamment en Bolivie, où effectivement la Pachamama est aussi bien représentée. Aujourd'hui, en France, et même simplement sur la politique française, sur la Guyane, on a également, alors je ne sais pas si les Guyanais font partie de l'Alliance également. Il y en a un qui était invité et qui représentait en effet la Guyane française et des questions de ce qui se passe là-bas. Voilà, et notamment la question dont on a très peu parlé en métropole, mais sur laquelle les Guyanais sont assez mobilisés, qui est la montagne d'or. Voilà, je sais comment peut-on faire, nous, aujourd'hui, pour éviter ce massacre écologique sur ces réserves. Voilà. Bon. Parce qu'il y a des pétitions qui ont été signées bon, déjà. Moi, je peux faire une réponse là-dessus. Je pense que je rejoins d'ailleurs tout à fait la cacique en ce qui concerne son idée qu'il faut d'abord s'allier, qu'il existe justement des réseaux d'alliance à travers les questions guyanaises. Je trouve qu'on en parle beaucoup plus qu'avant. On fait nous-mêmes partie du collectif Hors de Question. Et que c'est ça, en fait. Justement, le fait que sur ce débat particulier, l'Alliance des gardiens de Mère Nature, l'année dernière, les leaders qui sont dans l'Alliance, qui sont justement Maasai, qui sont Tolinou du Bénin, qui sont de Maori de Nouvelle-Zélande, ont fait une vidéo de soutien au peuple guyanais, qui ne sont pas reconnus d'ailleurs par la France, parce que la France se base sur sa constitution, l'article 1er, elle est une et indivisible. Ce que les gens ne savent pas, c'est que cet article a été amendé, il a été transformé par la suite, il n'existait pas dans la version originale. Donc ils ne veulent pas reconnaître les peuples autochtones. Les peuples autochtones, ça n'existe pas. Et pourtant, ils reçoivent à l'Élysée de temps en temps des chefs traditionnels autochtones. On est toujours dans cette contradiction, et dans cette contradiction qui devient grave, parce qu'aujourd'hui, la Guyane française est très menacée. Une autre question, s'il vous plaît? Et ça c'était parfait. Si vous pouvez faire des questions courtes comme celle-ci, c'est idéal. Par ici, s'il vous plaît. Merci, bonjour Françoise. Donc la question est peut-être pour la cacique, mais peut-être pour vous tous. Je fais un bref salut de merci et j'ai commencé à lire. C'est un cadeau, et le film, et le livre, et la présence de la cacique. Est-ce que dans cette alliance, je comprends qu'il y a des représentants à travers le monde de tous ces peuples racines, en tout cas de beaucoup de ces peuples racines, et d'autres. Mais tout le monde ne va pas forcément rentrer dans l'alliance, et pour avoir lu la charte, que je trouve magnifique, et en même temps comme une étoile polaire, on va peut-être mettre du temps pour l'atteindre. Donc ma question, c'est peut-être que tous les grands leaders du monde ne vont pas rentrer dans l'alliance, en tout cas pas tout de suite.
Donc, est-ce que ces chefs, si je peux les appeler comme ça, ont eu déjà des occasions de rencontres d'autres alliances de chefs du côté de chez nous qui soient un peu éveillés, éclairés, ouverts sur la reconstitution d'un futur dont on a besoin? Moi, j'ai envie de dire, les chefs, on est tous chefs, on est tous gardiens de la mère nature. Et sincèrement, c'est une réponse personnelle. Je vous avoue que je crois de moins en moins à la solution 100% politique et je crois de plus en plus en vous, les citoyens, en nous. Parce que tout à l'heure, la cacique disait lors d'une interview de manière très sage et tellement de bon sens que, voilà, quand il y a un marché, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. Et si on n'achète pas, le vendeur, qu'est-ce qu'il devient? Donc, la première chose, elle parlait d'alimentation parce que c'est la base, parce que la déforestation au Brésil, par exemple, et ailleurs, la première cause des pollutions, c'est l'alimentation, c'est l'agriculture industrielle, c'est elle qui consomme, même en France, 90% de la consommation d'eau, donc c'est énorme. Et donc, tout simplement, déjà, en changeant de consommation, de nourriture, d'alimentation, et d'arrêter de manger des produits industriels, et de se diriger vers le bio et le local, je précise bien le local, parce que manger bio avec des produits qui viennent de l'autre côté de la planète, là, on fait partie de nos contradictions. Déjà, ça, c'est énorme. Et quand on sait qu'en France, que les terres en agriculture biologique ne représentent que 6%, on est encore loin, loin, loin du compte. Bien sûr, la bonne nouvelle, c'est que ça augmente, mais chaque action est importante. Et c'est pas forcément plus cher. Et contrairement à ce qu'on dit, moi je remplis mon caddie, on est 4 à la maison pour 100 € par semaine. Je veux dire, et voilà, c'est pas non plus. Et puis peut-être que plutôt que de s'acheter une deuxième xème paire de chaussures, et ben, on peut remettre de l'argent dans la nourriture saine pour la santé et pour la terre. Parce qu'il y a eu des études de fait où on dit qu'en fait, on met 30% d'argent en moins dans la nourriture. Et on va les mettre dans des produits de consommation. Donc là aussi, c'est chacun. Moi, je pense que l'appel des peuples racines, ça nous incite à une nouvelle conscience écologique. Que les actions, c'est important, mais si cette action, elle n'est pas accompagnée d'une conscience vraiment profonde de dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que j'en ai besoin? Quelles conséquences ça va avoir sur, je sais pas, sur ma santé, sur la nature? Se poser la question, parce que les peuples racines ils disent pas exploiter, ils disent prélever. Et à chaque fois, ils demandent une autorisation à l'esprit de la nature. Donc c'est une forme de reconnaissance. Il ne s'agit pas d'avoir les mêmes croyances qu'eux. C'est juste d'avoir peut-être se poser la question d'avoir une conscience plus élevée. Moi, je voudrais dire, parce qu'on parlait en effet de cette question, est-ce que tous les chefs vont pouvoir rentrer dans l'alliance comme ça? Non, c'est vrai, ça va prendre du temps. Il y a des visions différentes, etc. Ce qu'il y a de très beau dans la vision autochtone, d'ailleurs, il n'y en a pas une, il y en a des dizaines, des centaines, c'est qu'aussi, à la fois, elle est très fragile. Il y a quelque chose d'extrêmement simple à avoir en tête, c'est que, en tout cas, ce que je vois qui se rejoint, c'est que tout ce qui ne respecte pas la vie est absurde. Déjà, dans cette vision-là. Et en fait, finalement, ça simplifie beaucoup de choses dans nos propres choix à nous. Si on prend les choses de ce côté-là, et dans notre quotidien, on commence à dire, mais c'est absurde, parce qu'en fait, je participe à une chaîne de destruction de ma propre descendance. Et à partir de là, si on commence à prendre cette conscience-là, et qu'on commence à avoir cette pensée un petit peu indigène, ben voilà, on se connecte à eux, et on peut faire des choses ensemble. Donc, je pense que cette alliance, elle bénéficie aussi d'un terrain favorable, à savoir qu'il y a des consciences qui se sont éveillées un peu partout sur la planète. Si on prend l'exemple, par exemple, des reconnaissances des droits de la nature, il y a de plus en plus d'exemples en Nouvelle-Zélande, en Inde, par exemple, de fleuves, de montagnes qui sont reconnus comme objets de droit, qui peuvent être après défendus par des gardiens, donc, par exemple, souvent des peuples autochtones. Ça, c'est quelque chose qui est une idée qui devient presque naturelle, évidente, sur les gens qui ont conscience qu'en effet, on est dans un fonctionnement absurde et une machine qui s'emballe. Le train, il est parti à toute vapeur. Est-ce qu'on peut encore descendre du train? On ne sait pas, mais il faut arriver à le ralentir. Donc voilà, c'est sur cette base-là qu'on arrive en tout cas à se rejoindre et qui fait qu'on sort aussi du mythe du bon sauvage ou de nos clichés qui pensent que, par exemple, si un autochtone, et je pense que ce livre aide beaucoup là-dessus, ou mon film aussi, si un autochtone ne vit pas tenu encore dans la forêt coupée du monde, ce n'est pas un vrai indigène.
Ou à l'inverse, si quelqu'un est blanc, ça ne peut pas être un gardien de la nature. Non, je pense que la fragilité aussi de la culture autochtone, c'est qu'elle peut être facilement pervertie par tout un tas de facteurs. Et Dieu sait qu'il y en a, Dieu sait que la pression est forte. Et si cette alliance, elle existe aussi, c'est pour leur permettre, en tout cas, de pouvoir résister de façon plus efficace à cette pression immense qui pèse sur eux en permanence. Voilà. Une autre question, s'il vous plaît? Ici. Bonsoir. Alors, moi, c'est François. Et c'est une question qui s'adresse à tout le monde aussi. Alors, pour revenir à cette idée de la convergence des luttes et de comment arriver à une alliance humaine qui serait vraiment profonde et pour laquelle chacun serait prêt à donner sa vie finalement. Et est-ce que finalement ce ne serait pas juste lever le voile qui nous est donné à nous dans les sociétés occidentales de cette vérité de l'urgence et de l'urgence climatique et qui est pour moi essentiel en fait, parce qu'on est troublé, on est sans arrêt troublé, on essaie de s'éveiller, mais on est sans arrêt troublé par ce joug sociétal qui nous repose dessus, notre rapport au temps, notre rapport au travail. Est-ce que le premier pas, ce ne serait pas d'être plus pédagogue par rapport à toutes ces questions d'urgence et justement qu'on se rende compte que oui, on est tous dans le même bateau et ce bateau, il va droit dans le mur et que la fenêtre de tir, elle se réduit de plus en plus et qu'il va falloir vraiment qu'on soit plus solidaires et plus ensemble. Et voilà. Et puis, pour moi, je pense que... Voilà, pas trop long pour qu'elle je termine juste sur le fait que je pense qu'au fond, en fait, cette connaissance intuitive, on l'a tous, mais elle est troublée. Voilà. Quer falar sobre isto? Sobre esta dificuldade que eles têm de terem consciência, mas não saberem como despertar, como utilizar a consciência. Oui, en fait, comme il y a beaucoup d'informations, si vous aviez, enfin bon, moi je veux bien, on a beaucoup pris la parole, mais si vous arriviez à synthétiser de façon simple, elle pourrait vous répondre. Mais là, il y a trop d'informations. Peut-être, ça rejoint, vous disiez, oui, on a tous cette intuition, mais on s'est coupé de cette intuition. Vous voyez, même un geste, les gestes symboliques ont leur importance. Le fait qu'elle enlève ses chaussures et qu'elle se connecte à la terre quand elle veut ouvrir un champ, ben, c'est, mine de rien, la première nature qu'on a en nous, c'est notre corps. Et on est dans des civilisations où on a beaucoup privilégié le mental, le cerveau, le côté intellectuel, et on a de plus en plus méprisé tout ce qui est manuel, corporel, sauf pour le côté peut-être artistique, mais en fait, nous sommes des êtres globaux. On a à la fois un esprit, un cœur, une conscience, des mains, et que de compartimenter comme ça notre personnalité, notre être, et ben on se coupe, on se découpe nous-mêmes en fait. Et cet arbre, ce symbole de l'arbre qui est très fort, moi, que j'aime beaucoup, quand ils disent que c'est nos frères, voilà, ce côté quand elle met ses pieds, ben on s'enracine, on est connecté à la terre, au ciel, on a un axe, on a des mains, on a des bras, on a des branches, on a des feuilles. Et je ne sais pas si tous les jours, il y a François Paulette qui témoigne dans le livre de ses chefs d'aînés qui disait, voilà, il dit, ok, il dit, moi, quand je regarde la moindre nature, l'oiseau, un fleuve, une rivière, tous les matins, je remercie. Tous les matins, j'ai conscience que c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me donne envie. Et cette intuition-là, c'est ça, c'est cette sensibilité-là qui peut nous réconcilier avec nous-mêmes, avec la nature. Et je ne sais pas, je suis sûre qu'il y en a qui ont beaucoup fait cette expérience quand on se réouvre comme ça à nos sens, eh ben, les choses sont beaucoup plus fluides, on est beaucoup plus heureux, beaucoup plus lumineux, je dirais, et on trouve les solutions et les réponses à nos questions mentales beaucoup plus vite. Il y a quelque chose de très fort aussi qui peut permettre aussi de se recentrer, c'est de s'inspirer, peut-être en inventant des choses, des nouvelles choses, mais de ce qu'ont gardé les peuples autochtones, c'est-à-dire les cérémonies. C'est vraiment fondamental pour eux qui ont des vies, justement, chacun est très occupé, pour se rassembler, pour
pour se ressouder, se reconnecter en permanence. Et nous, on a perdu ça. On a Noël, on a ceci, on a cela, mais bon, sur des petits groupes. Et on va dire que ça inclut pas, par exemple, le cercle de tous les gens qu'on peut connaître. Et là, c'est vraiment une manière, ces chants, c'est pour ça que je repense encore au moment où elle a ouvert la cérémonie à Brasilia, et que tous ces gens ne connaissaient pas sa culture, mais on s'est connecté immédiatement à sa culture. On a eu ces vibrations, les vibrations de son peuple, et ainsi de suite avec ceux qui étaient présents. C'était déjà une base pour pouvoir se connaître, se respecter. Et il faut qu'on trouve des moyens, justement, pour arriver à se reconnecter. Et si cette alliance peut servir à ça, qu'elle peut inventer justement ces moyens avec aussi les nouvelles technologies, si elles peuvent servir à ça, alors on avancera peut-être vers la direction que vous espériez peut-être, quoi. Une autre question, s'il vous plaît. Par ici. Bonsoir, je m'appelle Odile. Alors, du coup, ça rejoint un peu tout ce que vous disiez là, mais mon père est chef de village aussi, donc au Burkina Faso. Et donc Quelle ethnie? Donc l'ethnie Mossi. Voilà. Et donc voilà, donc j'ai grandi, je suis née en France, j'ai grandi en France, mais j'ai toujours eu l'habitude d'aller en vacances dans mon village. Et donc du coup, j'ai toujours gardé ce rapport à la tradition, et je pense que c'est vraiment ce qui aujourd'hui me permet aussi de comprendre certaines choses. Donc, je rejoins ce que vous dites, mais est-ce que vous pensez que dans des métropoles aussi, voilà, comme ça, ces villes où en fait on ne voit même plus en fait ce que c'est la nature, on n'a plus de regard, de contact direct avec cette nature. Comment est-ce que le premier pas, justement, c'est pas essayer de trouver ce moyen de ramener quelque part à la tradition, de ramener à quelque chose de beaucoup plus spirituel? Est-ce qu'on a le temps et comment justement essayer de reconnecter l'homme à ça pour qu'il se rende compte que finalement il va changer? J'ai l'impression que d'essayer de lui expliquer qu'il faut changer alors qu'il est totalement déconnecté, que ça n'a pas de sens et que ça ne donne pas de résultat. Ça, c'est vraiment une question pour la cacique, pour le coup. Falar de povos indígenas, falar de tradição, é um pouco complicado para quem não conhece, né? Mas é desse jeito. Você está na sua casa, você não sabe o que está acontecendo lá na casa do outro. Aí você vai para ser bem bom, comer, e aí você vê todo mundo ao seu redor da sua família. E os outros, será que comeram? Então, o que é que acontece? Nós recebemos mensagem no ar. Só não posso explicar totalmente porque é interno, mas nós recebemos os subios. Eu cantei em vários lugares, ninguém nunca perguntou por que ela subia, né? Por que ela tira o sapato do pé? Isso daí é coisa nossa, porque nossos ensinamentos dos nossos ancestrais, a gente não faz a dança da gente com sapato, nem com sandália, tem que estar com o pé na terra, porque ela está ali para receber todas as nossas pisadas sagradas, para que não entre nada no nosso corpo. Então, você se sente fortalecida, sentindo o calor da Mãe Terra. Porque é ela que é nossa mãe, ela que nos fortalece. Então, quando você está calçado, Parler de peuples indigènes et de traditions est très complexe pour ceux qui ne connaissent pas cette réalité. Si vous êtes dans votre maison, vous ne savez pas du tout ce qui se passe dans la maison des autres. On est en train de manger en famille et les autres, est-ce qu'ils ont mangé? Nous, chez nous, dans notre peuple, nous recevons des messages. Les messages, on l'appelle le souvio. Souvio, c'est quand ils chantent ces messages. Et ne lui demandez pas comment elle reçoit ces messages, c'est des choses de l'esprit, c'est comme ça. Mais
beaucoup de lieux, les gens, quand ils l'entendent faire ce souvi ou danser les pieds nus, ils se demandent mais pourquoi? Et elle dit c'est nos affaires, c'est la façon dont on fait les choses. Nous ne pouvons pas danser avec des chaussures. Nous, on doit avoir les pieds nus, en contact direct avec la terre, pour recevoir l'énergie de la terre, pour que rien ne rentre dans nos corps, pour nous rendre plus forts, car c'est la chaleur de la terre-mère qui nous rend plus forts. C'est elle, notre mère, c'est elle qui nous soutient. Cansado? Não. Não. Vou terminar. É. Não cansa, não. Eu terminei no sapato? Sapato. Então, a gente também gosta de estar bonito, com sapato, com a roupa bonita. Todo mundo gosta de estar bem. Mas tem momento que a gente tem que estar observando se você está fazendo a coisa certa ou se você está errado. Porque quando eu subio para fazer o canto sagrado, eu estou passando a mensagem para o Grande Espírito, que esteja comigo, né? E descalça para sentir o calor da terra. Só que aqui não está a terra, aqui tem madeira, né? Mesmo assim, ele recebe, porque ele entende que eu estou fora da minha aldeia, do meu povo, dentro da minha cultura. Então, ele recebe. Quando eu saio de casa, a minha mãe, ela tem 90 anos, ela fala assim, aquilo que vier na sua vontade, no seu coração, para você falar, você fala. Aquilo que não vier, você fica calada, né? Porque ele responde, ele vai te acompanhar para onde você for. Agora, nunca sinta medo, porque se você sentir um pouquinho de medo, o outro lado, que é o outro, que eu não gosto de falar nele, o atrevido, ele vai te dar uma rasteira. Então, ande sempre firme, sendo protegida pelo Grande Espírito, pela Mãe Natureza, pela Mãe Terra, por todos os anjos sagrados dos nossos ancestrais. Você ande firme, pise firme, não tenha medo de nada, porque o círculo está se fechando. Muitos vão ouvir a sua palavra, muitos vão guardar e vão tentar fazer a coisa certa, e muitos não vão ouvir e vai chamar você até de louca. Aí você não liga, você continue fazendo o que sua mãe e o que você ouve à madrugada, à meia-noite e no amanhecer do dia, que é o melhor contato que você pode falar com o Grande Espírito, porque é o momento de você levantar e receber grandes travessias satânicas, muito pesado. Então, antes, você acorda antes do sol sair e faça o seu trabalho como você sabe fazer. Por você, pelo mundo. Pelo mundo. Porque o mundo precisa de luz, de consciência, né? É isso que o mundo está precisando. Minha filha, você vá. Deixar que você não está só. E eu estou aqui passando essa mensagem para todos vocês com muito amor, com preocupação o que possa acontecer e também com alegria no meu coração que muitas palavras que eu já falei por onde passei, nós vamos ter uma grande vitória. Seja por muito tempo ou por pouco tempo, porque quando eu fico emocionada, é porque eu estou passando no meu coração a mensagem para ele. Que ele tenha um pouco mais de paciência com todos nós, principalmente nós, nato da Mãe Natureza.
porque nós somos nada. E muitos... Quando você para, Tente traduzir agora. Ok, para, né? Não vou chorar mais. Elle est très émue. Elle est très, très émue. Alors, quand nous aussi, ça fait longtemps, nous aussi, les Indiens, nous voulons être beaux. Nous voulons des beaux chaussures, des beaux vêtements, on aime tout ça aussi. Mais il y a un moment où nous devons réfléchir si ce que nous faisons est juste ou erroné. Quand je fais le souvio, ça veut dire quand je fredonne mes chants sacrés, je transmets un message à l'esprit, au grand esprit. C'est pourquoi je n'ai pas de chaussures, je dois être en contact pour sentir la chaleur de la terre. Ici, il n'y a pas la terre, il y a le sol, c'est artificiel. Néanmoins, l'esprit, il sait que je ne suis pas dans mon milieu naturel, dans ma culture, que je suis ici. Et j'arrive à me connecter à la terre tout de même. Quand je pars de ma maison, ma mère, qui a désormais 90 ans, elle me conseille le suivant. Elle dit, dis ce que te dit ton cœur, ce que tu veux dire. Si ça ne vient pas dans ton cœur, ne le dis pas. Lui, il va t'accompagner partout. Ne crains jamais, car la peur ou l'autre, dont je ne veux pas dire le nom, car il est très, très pervers, c'est là qu'il peut te tendre en piège. Donc, n'aie pas peur, parce que lui, il est là avec toi, il te protégera, le grand esprit, la terre-mère, les anges des ancêtres. N'aie pas peur, sois ferme, car le cercle se referme. Il y aura beaucoup de personnes qui vont t'écouter et qui vont apprendre avec ce que tu dis, et ils vont trouver que c'est quelque chose de juste. Mais il y a d'autres qui vont pas écouter et qui vont dire « mais elle est folle ». Mais toi, tu ne les écoutes pas parce que tu sais ce que tu veux défendre. Écoute ce que te dit ta mère. Et lors du petit matin, quand le jour naît, c'est là que tu dois communiquer avec le grand esprit. Parce que c'est là qu'il y a le moment de la traversée satanique à éviter, et c'est là que le grand esprit va t'écouter. Il faut que tu te réveilles avant le lever du soleil pour que tu puisses faire ton travail que tu sais bien faire, et pour toi, et pour tous les autres. Car le monde a besoin de lumière, le monde a besoin de conscience. Sa mère lui dit « Ma fille, tu n'es pas seule. » Et je suis ici aujourd'hui pour transmettre ce message avec beaucoup d'amour, car je suis inquiète de ce qui va se passer, de ce qu'il le futur nous réserve. Et je suis ici avec joie. Et avec tout cela, nous aboutirons à une grande victoire. Même si elle durera peu de temps. Bon, je suis très émue d'être ici, de transmettre ce message que lui, il m'a transmis, et je lui demande à lui, le grand esprit, d'avoir de la patience, parce que nous sommes nés de cette terre nature. Il faut être patient avec nous. Je trouve qu'on retrouve confiance en l'âme humaine quand on entend parler la cacique Tanonais et les autres représentants autochtones qui sont dans cet ouvrage. Malheureusement, on n'est pas sur une terre indigène et ici, le temps doit suspendre son vol. Je ne peux plus prendre de questions, je crois. À moins que... C'est à vous de me dire, là. Peut-être une dernière question. Alors, une dernière question. J'en suis ravi, d'ailleurs. Ah, merci, c'est gentil. Moi, c'est un partage très bref. Merci vraiment beaucoup. Moi, j'ai cherché la réponse aussi à comment est-ce qu'on amène ça dans notre culture, et j'ai découvert Johanna Massy, l'écopsychologie et tout le mouvement autour du travail qui relie. Donc c'est pour l'auditoire ici, parce que ça existe très peu en France. C'est au Schumacher College en Angleterre ou en Belgique autour de l'association Terre Éveil. On est très nombreux, on devrait être très nombreux, être très intéressés par l'appropriation de ce travail qui relie, et je suis à votre disposition pour en parler, mais c'est la résonance des propos de la cacique chez nous. Eh bien, merci pour ce partage. Et en fait, ce qu'on pourra garder, je pense, c'est que les leaders autochtones, caciques, femmes, hommes, etc., nos gardiens partout sur la planète, premièrement, ne sont pas des hommes du passé, mais bien entendu des hommes du futur, ce futur qu'on doit construire ensemble.
que préserver leur culture, c'est préserver l'âme de toute l'humanité, et qu'il est temps de travailler ensemble, qu'aujourd'hui, justement, si on doit aller après plus loin de cette conférence, de cette Up conférence, et qui est justement un petit peu l'invitation qui est faite à travers ce genre d'événement, c'est que vous pouvez continuer justement cette histoire à travers non seulement le livre de Sabah, donc que vous pourrez d'ailleurs après trouver à l'entrée de la conférence, à travers aussi mon film qui s'appelle Terra Libre, qui n'est pas encore sorti, mais on fait une avant-première. La CACIC sera présente lundi prochain à 20h pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. C'est au cinéma Chaplin Saint-Lambert, dans le 15e. Et bien sûr, il y a l'Alliance. L'Alliance qui, vous l'aurez compris, est un mouvement qui a besoin de vous et qui ne pourra pas exister sans vous. Et c'est exactement comme aujourd'hui la situation qu'on rencontre. Les leaders indigènes dans le monde entier ne pourront pas exister sans nous, parce que maintenant qu'on est rentré dans leur vie, eh bien, voilà, il faut qu'on continue le chemin ensemble. Et pareil, si eux disparaissent, on va disparaître aussi. Donc voilà, on est encore là, nous, pour un petit moment. Vous pourrez continuer aussi à nous suivre sur Internet. Et bien sûr, il y a le cycle des Up conférences qui va, je crois, s'afficher ici. Voilà, magie de la technologie. Donc, vous verrez donc les prochaines conférences Up. Et je vous remercie infiniment de cette écoute, la qualité de cette écoute. Et je remercie infiniment la CACIC d'être venue jusqu'à nous, parce que je sais pertinemment à quel point c'est courageux, surtout de venir seule. Elle a voyagé seule pour la toute première fois en France et en Europe. Et voilà, on est très, 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 très fiers d'être à ses côtés pendant tout son séjour. Et on lui donne aussi tout notre amour et on l'accompagne avec grande force dans sa lutte. Même quand elle retournera là-bas, on sera toujours avec elle. Merci à vous tous. Elle a un peu chaud, elle enlève, elle remet. Tanguy Kaya, boa noite. Bonne nuit. Eu vou passar para vocês novo canto, quer dizer, dos nossos cantos sagrado, aí embaixo com vocês. Ou vocês querem ficar aí todos de mão dadas, pedindo ao Grande Espírito para que proteja as voltas de vocês para casa, suas vidas, saúde, tudo que vocês quiserem pedir, na hora do canto vocês podem pedir, porque ele vai estar presente, nos ouvindo todos. Povos indígenas e não indígenas, mas são os nossos grandes aliados que estão aqui ouvindo as nossas palavras, que é realidade. E mais outra oportunidade, a gente vai mostrar mais réalité. Né? Je vais maintenant partager avec vous en chant sacré. Je vais descendre, je vais auprès de vous. J'espère que vous me suivez avec main dans la main, si possible, main dans la main, en demandant au Grand Esprit de nous protéger, de nous protéger lors de nos retours à la maison, pour que notre vie soit améliorée. Nous qui sommes tous alliés, peuple indigène ou pas, nous sommes tous ensemble ici. Donc, chantez avec moi, main dans la main, tous ensemble. Não vai baixar, não? Não vai baixo, não? Quer ir? Quero ir sim, para não usar ele. Vou dar foto na minha mão. Elle va se joindre à vous.
Si vous voulez répondre, vous pouvez répondre. Muito obrigado. Inoubliable. Merci. Merci encore à tous. Et pour l'Alliance, vous avez un petit fascicule qui vous attend quand vous sortirez. Merci infiniment. À bientôt.